Salut tout le monde et bienvenue pour cette rétrospective dédiée aujourd'hui à Astro le petit robot. Œuvre mondialement célèbre créée par le maître Osamu Tezuka et là ça va être du lourd. Alors, trêve de blabla et attaquons direct cette émission. Oui, parce que, vous me connaissez, j'aime bien m'étendre un peu parfois et me perdre dans des discours sans fin, chargés de références et de moult drôleries. Mais tout ça au nom de la transmission de la connaissance. Car oui, faire une vidéo, c'est d'abord échanger. Échanger une passion avec des femmes et des hommes, ou les deux à la fois. Échanger son amour pour les œuvres de ce monde. Remercier ceux qui vous soutiennent, car je suis comme ça. Je dis merci aux gens, merci à la vie. Je chante la vie, je danse la vie, je vis la vie. Ça compte ce que tu dis. Oui, peut-être, oui, mais ça vient du cœur. J'aime procéder ainsi. J'aime ces rencontres qui nous enrichissent, ces rencontres faites de petits riens et de petits tout. Car au final, je suis qu'amour. Oula, oui, pardon, allez, let's go pour une rétro divisée en 4 parties. La première est entièrement consacrée à l'auteur et à la jeunesse de l'œuvre, et je vous avoue que synthétiser tout cela n'était pas évident tellement l'influence de Tezuka est énormissime. La deuxième partie sera dédiée au manga et la troisième à l'animation, et enfin dans la dernière partie on parlera des autres produits, notamment des jeux vidéo, ainsi que les figurines et quelques autres trucs. Osamu Tezuka est né pendant son enfance, comme à peu près comme tout le monde en fait. C'était en 1928, un samedi je crois, à Toyonaka City, dans la préfecture d'Osaka. Saviez-vous que Toyonaka City, qui est devenue officiellement une ville en 1936, est l'une des 3 villes japonaises où des étrangers peuvent parfois voter ? Étonnant, non ? Oui, merci Wikipédia. Donc Tezuka est l'aîné de 3 enfants, issus d'une très bonne famille, dont le père était déjà un passionné de BD et d'animation. C'est d'ailleurs lui qui lui fait découvrir Walt Disney, qui aura une influence énorme sur son œuvre. Le style graphique est assez proche, bonhomme plutôt rond, grands yeux expressifs, côté enfantin du dessin, même sur des sujets très sérieux, ce n'est pas pour rien qu'on l'appellera plus tard le Walt Disney japonais. Ensuite, il grandit à Takarazuka. Et ça, c'est super important car il découvre là-bas la célèbre revue Takarazuka. Vous savez, c'est cette compagnie de théâtre qui ne met en scène que des femmes. J'en ai parlé dans la vidéo City Hunter. Revue Takarazuka qui aura quand même une certaine influence esthétique sur l'ensemble de son œuvre. Et c'est aussi là-bas qu'il se passionne pour les insectes. Insectes qui serviront à créer son pseudonyme d'ailleurs, Osamu, en rajoutant un caractère signifiant insecte à son vrai nom. Et il sera l'auteur de plusieurs œuvres sur le sujet, textes et livres. Donc dès sa plus tendre enfance, il va se mettre au dessin. À 9 ans, il dessine sa première BD, Pinpin Seishan, et dès la fin de la guerre, il publiera ses premiers mangas. Ainsi, en 1946, il participe à un magazine appelé Shokokumin Shibun, où l'on retrouvera sa première bande dessinée, le journal de Machan. Dans la foulée, il copublie Shin Takarajima, c'est un carton vendu à 400 000 exemplaires. Ça ne vous parle pas ? Ouais, je comprends. En fait, c'est un mélange improbable entre l'île au trésor, des cannibales et Tarzan. Ouais, vous avez bien entendu. Bon, le manga fera aussi l'objet d'un remaniement en 1984. Mais ce succès va asseoir très vite la notoriété d'Osamu et va le motiver. Car il faut dire quand même que dans les années 40, le manga c'est pas du tout vu comme aujourd'hui. Ni même comme dans les années 70. Ce n'est pas quelque chose de considéré comme sérieux. Mais, par contre, il a toujours été soutenu par ses parents. Et puis Tezuka est un homme intelligent. Et multitâche. Comme il a fallu perdre ses bras au cours d'une infection, ce qui aurait pu l'empêcher de manger du chocolat, il souhaite aider les autres en devenant médecin et il obtiendra son diplôme. D'ailleurs, cette expérience médicale va fortement l'influencer pour une autre de ses œuvres majeures, Black Jack. Manga mettant en scène un médecin de l'ombre est sorti en 1973. En attendant, la fin des années 40 est quand même plutôt bien remplie avec cette nouvelle ambition altruiste médicale. Et c'est au début des années 50 qu'il va publier sa première vraie série à succès, L'Empereur de la Jungle, dans le magazine Manga Shonen, et que nous connaîtrons plus tard sous le titre Le Roi Léo.
Alors, petite anecdote un peu longue mais intéressante concernant la polémique autour du roi Léo. En effet, cette polémique naît du fait que le roi Lion de Disney aurait copié le roi Léo, et cela a fait couler beaucoup d'encre. Alors j'ai lu tout et n'importe quoi sur le sujet. Par exemple, on vous explique que ce n'est pas du plagiat, car les deux œuvres sont très différentes, mais que cette vision de plagiat est entretenue par la bulle internet. Dans d'autres articles, on nous explique que c'est du plagiat pur et simple, renforcé par des plans séquences et des idées identiques, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est clairement vrai. Mais est-ce pour autant du plagiat? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tezuka Productions, la boîte de Tezuka, j'en reparlerai, a refusé le contentieux à la sortie du Roi Lion en 1994. La raison officielle était que Tezuka, mort 5 ans plus tôt, n'aurait pas souhaité de son vivant attaquer Disney car c'était un grand fan qui en avait subi l'influence. On voyait plutôt ça comme une sorte de juste retour des choses. La version officieuse nous dit que Tezuka Productions avait un dossier plutôt solide, mais qui se sont finalement rétractés pour éviter d'affronter le géant américain et d'y laisser trop d'énergie et de pognon pour un résultat incertain. Du coup, sans jugement, difficile à dire en fait. Alors évidemment que le Roi Lion partage des similitudes avec l'œuvre de Tezuka. Évidemment qu'un combat juridique aurait été long et plutôt incertain. Mais ce que je trouve le plus nul dans toute cette histoire, ça vient de la part de Disney. Car Disney, du moins ses représentants de l'époque, sont allés jusqu'à nier la référence à l'œuvre du maître, et même avec un profond irrespect, en précisant qu'ils ne connaissaient même pas Tezuka. Bon, en 2001, Disney fera quand même son mea culpa et reconnaîtra l'influence du maître. Bon sang, une anecdote dans l'anecdote. Alors là, c'est du jamais vu dans mes rétros. Mais sachez simplement que le combat Disney-Tezuka, c'est une vieille histoire. C'est pour ça que je me marre quand je vois écrit quelque part que Disney ne connaissait pas Tezuka. En effet, dans les années 60, les dessins animés de Tezuka s'exportaient très bien aux États-Unis. Si bien que la firme aux grandes oreilles menaçait les diffuseurs de leur retirer les œuvres Disney s'ils continuaient à diffuser du Tezuka. Ouais, c'est ce qu'on appelle un embargo. Ouais, carrément. Ah bah oui, jamais 203. Bon, c'est une belle mise en abîme. Allez, promis, c'est la dernière anecdote avant la prochaine. Le Roi Léo est souvent considéré comme le premier dessin animé japonais diffusé à la télévision en France. C'était en 1972 du temps de l'ORTF. C'est Wikipédia qui le dit. C'est pas exactement vrai. Avant cela, en fait, on a eu le droit à une coproduction franco-japonaise, Oum le Dauphin en 1971, mais aussi un épisode de 2 séries japonaises, Super Jeter et Kyutaro le fantôme à la fin des années 60. Sans oublier Le Serpent Blanc dans les salles de cinéma en 1962. Donc il faut un peu nuancer le propos. Le Roi Léo est le premier dessin animé 100% japonais, diffusé régulièrement à la télévision française en 1972. C'est donc après ce premier succès que Tezuka va créer son œuvre majeure, Astro Boy, qui deviendra l'un des plus grands succès de la bande dessinée tout en étant l'un des premiers mangas de science-fiction. Plus de 100 millions de volumes vendus, c'est énorme. Et je vous parle pas de tous les produits dérivés. Enfin si, c'est l'objet de la rétro, donc je vais vous en parler, mais plus tard. Cela étant, malgré ce succès, Tezuka continuera de produire et de produire des mangas, beaucoup, je vous ai déjà parlé de Blackjack, je vous ai déjà parlé dans la rétro Cutie de Dororo, mais il y en a des dizaines d'autres. Vous voyez en fond la chronologie officielle de l'auteur sur son site, c'est une production énormissime. On lui attribue pas moins de 700 volumes de manga, 150 000 pages dessinées, 500 épisodes d'anime. C'est pas pour rien qu'il se fait surnommer le dieu du manga. Entre 77 et 97, Kodansha publiera même un recueil appelé Osamu Tezuka Manga Works, qui catalogue un peu plus de la moitié de la production du maître et qui compte déjà 400 volumes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, 400 volumes. On estime à 146 heures le temps nécessaire pour tout lire. Et au-delà des mangas, il y a la production animée. En 1962, Tezuka lance Mushi Productions pour concurrencer la Toei, spécialisée à l'époque dans les moyens et longs métrages. Et c'est cette société qui va créer Astro Boy, mais aussi d'autres séries comme Ashita no Joe. Hélas, elle fera faillite en 1973. Mais c'est surtout Tezuka Productions, studio d'animation dérivé du premier, et fondé en 1968, qui va faire le bonheur du maître. D'abord sous-traitant de Mushi Productions, le studio va ensuite s'émanciper. C'est notamment lui qui va créer le remake d'Astro des années 80, ou le film d'animation de 2009. On en reparlera dans la troisième partie. L'œuvre de Tezuka est immense. Et il va souvent utiliser les mêmes archétypes de personnages d'une série à l'autre, avec des noms différents, mais avec les mêmes motivations généralement, ou les mêmes caractères. Tezuka appelait cela son Star System. Ces personnages sont des stars de cinéma qui l'utilisent de la même manière qu'un acteur qui joue des rôles différents. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes visages d'une série à une autre. Et ce système n'est pas une lubie, c'est une vraie philosophie propre à l'auteur, qui a même imaginé un classement et des salaires associés. Document que vous pouvez voir à l'écran, même si vous n'y comprenez pas grand chose, les fans adoraient retrouver un tel ou un tel d'une œuvre à l'autre. Chaque personnage a un statut et un niveau d'étoiles allant jusqu'à 5, comme Superstar, qui est par exemple le cas d'Astro. Son père Tenma a 2 étoiles, Blackjack a 5 étoiles, comme Léo. Meg, qu'on retrouve dans Blackjack et dans Astro, a 4 étoiles. Un principe simple, mais super élaboré. Les influences de Tezuka sont multiples. Je l'ai dit, le lien avec Disney est évident, et notamment Bambi qu'il a vu 50 fois. Mais pas que.
Tezuka est un enfant du Japon marqué par la Seconde Guerre mondiale et les drames de Nagasaki et Hiroshima sur fond de féerie introduit par la revue Takarazuka. Tout cela se traduit par un dessin ultra rond et enfantin, alimenté par une intrigue sérieuse mettant en scène des scientifiques fous et les dangers de la technologie dans un univers moderne, mais où la nature est extrêmement présente. Tezuka, en étant le témoin des drames de la guerre, nous prouve qu'il aime la vie. Son œuvre, c'est une ode à la vie. Et c'est maintenant que vous voyez que mon introduction odieusement stoppée prend tout son sens. Son trait est très occidental, c'est aussi pourquoi il se fait surnommer le Hergé japonais. Hergé étant le créateur de Tintin. Ses œuvres sont inspirées d'autres œuvres occidentales. J'ai parlé de l'île au trésor, mais on peut citer Perrault avec Princesse Saphir, Pinocchio évidemment, pour Astro, mais il y en a plein d'autres. Asimov, Dostoïevski, il y a de tout. Citons aussi Will Eisner, papa de Spirit et créateur du roman graphique, ou encore Charlie Chaplin. Pour son œuvre Les Trois Adolphes, pas besoin de vous faire un dessin sur l'influence. Adolphe. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Mais non Patrick, là c'est bien le plus grand méchant de l'univers dont il s'agit. Mais l'histoire est intéressante. Tezuka c'est donc un mélange, influence multiple, mais aussi le mélange du papier et du film, l'un est dans l'autre dans sa réalisation. Tezuka c'est le manga moderne. Alors attention, le manga existait avant lui, depuis le 18e siècle même, mais il l'a sublimé et son influence est très nette. Il pense le découpage des planches de dessin de manière cinématographique, l'histoire n'est plus une succession de cases de forme identique, le dessin des bords y vit. C'est la norme aujourd'hui, mais particulièrement novateur à l'époque. Notez en outre que dans les années 60, un autre mouvement est né, le Gekiga, style de manga plus sérieux, plus dramatique, y compris dans le dessin. Il existe toujours, mais il n'est pas prépondérant par rapport au style Tezuka. Et le passage du papier au dessin animé va davantage accentuer la chose, d'autant qu'Astro étant un des tout premiers, le fait est qu'il soit réalisé et produit par la même personne permet tout simplement de renforcer le style, son influence, et donc sa propagation chez la génération de mangaka arrivant. Et quand vous réfléchissez bien à l'une des caractéristiques des dessins animés japonais, souvent mis en avant et critiqués dans les dîners mondains, oui, ce sont pas des japonais, ils ont des grands yeux bien ouverts, très occidentaux, tout ça. Bon, eh bien, hormis le fait de noter que j'imite très bien le type mondain qui critique, en réalité, l'anime japonais trouve sa plus grande influence dans les travaux de Tezuka, lui-même fortement influencé par l'Occident. La boucle est bouclée, les grands yeux sont un code du genre qui permettent de faciliter l'expression des sentiments, et ça vient de l'Occident. Alors son œuvre a tellement influencé le monde du manga qu'il existe pas moins de 2 prix à son nom qu'on confond souvent d'ailleurs, moi le premier. D'un côté le prix Tezuka créé en 1971 et qui est décerné 2 fois par an par la Shueisha en privilégiant les nouveaux artistes. Le premier prix n'est pas systématiquement décerné, il y a un prix pour les demi-finalistes également et un prix pour les mentions honorables. Il existe depuis 1997 le prix culturel Osamu Tezuka, remis annuellement, également par le journal Asahi Shimbun, à un mangaka pour son œuvre. Comme par exemple Naoki Urasawa avec Monster, et le trophée est à l'effigie d'Astro. Et gardez bien en tête le nom du mangaka que je viens de prononcer, j'en parlerai dans la deuxième partie. Donc résumer l'œuvre de Tezuka comme je viens de le faire est évidemment minimaliste. Si vous souhaitiez vous imprégner davantage de son héritage, je vous invite à parcourir le site du musée créé en son honneur, à défaut de pouvoir y aller. Alors en France aujourd'hui, Tezuka est ultra célèbre, mais cela n'a pas toujours été le cas. En 1982, alors qu'il était bien installé déjà au Japon, lorsqu'il est venu au Festival d'Angoulême présenter son film intitulé Inotori 2772, un long métrage ultra cher à l'époque, une référence, et la salle était quasiment vide. Il rencontre alors Moebius, l'auteur entre autres de L'Incal et de Blueberry sous un autre nom, Jean Giraud, et il l'invite au Japon pour la première de son film, Les Maîtres du Temps. Donc film de Moebius excellentissime dont je vous parlerai un jour. Et on peut aussi remercier le magazine Le Cri qui tue, dont je vous ai déjà parlé aussi, qui a publié du Tezuka à la même époque. Heureusement, 20 ans plus tard, tout ça est réparé, ses œuvres les plus connues sont publiées, bien que de manière assez éparse parfois. Il faut quand même bien avouer qu'on a un peu du mal à s'y retrouver. En 2018, le Festival d'Angoulême a même consacré une exposition complète sur sa vie et son œuvre. Mais revenons un petit peu en arrière. En 1989, hélas, Tezuka succombe à un cancer de l'estomac à l'âge de 60 ans et nous quitte, laissant ainsi le monde du manga orphelin. On retiendra de lui 4 idées motrices majeures. Le respect de la nature, le respect de la vie, une inquiétude vis-à-vis de la science et un combat interminable pour la paix. Allez, je finis par une petite anecdote. En 2023, Osamu Tezuka est décédé une seconde fois. Cette fois-ci à l'âge de 62 ans. Il était alors président de la Toei. Bon, en réalité, c'est un homonyme, mais je trouvais belle l'ironie du sort qui voulait que le président de la compagnie que Tezuka souhaitait concurrencer à ses débuts porte son nom au XXe siècle. J'en ai donc fini avec cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie consacrée au manga. En attendant, prenez soin de vous. Astro Boy, dont le titre original est Tetsuwan Atomu, que l'on peut traduire littéralement par bras de fer atome,
Et oui, Astro en japonais, c'est Atom. Mais bon, aujourd'hui, il est universellement reconnu sous le nom d'Astro Boy. Il est sérialisé à partir de 1952 dans la revue Shonen de la maison d'édition Kobunsha jusqu'en 1968. Cela étant, il a également été publié par la suite dans d'autres revues, et notamment dans Tetsuwan Atom Club, édité par Michi Productions de 1964 à 1966. Et comme les deux supports de publication ont pris fin à la fin des années 60, Astro était publié de manière épisodique par la suite. Jusqu'en 1980, où il a été de nouveau sérialisé, mais seulement sur 2 ans, pour accompagner le second dessin animé. C'était dans le magazine 10 Second Grader, un magazine pour les enfants du primaire. 15 chapitres ont été intégrés de manière mensuelle. Du coup, sa publication est assez chaotique, car en plus, Tezuka, dans ses différentes suites, aimait bien revenir en arrière, modifier 2-3 trucs, mais toujours dans le but de justifier une bonne histoire liant les hommes et les robots. Il a fait finalement l'objet d'une édition complète en 23 volumes et 112 chapitres. En France, on a d'abord eu le droit à 12 tomes édités par Glénat à la fin des années 90, puis une réédition de 6 tomes publiés par Kana entre 2009 et 2012, avant d'avoir le 7e tome 10 ans plus tard en 2022. Mais tout cela relève davantage de l'anthologie. On est encore loin du compte, et c'est bien dommage, alors que les Américains, eux, ont eu le droit aux 23 tomes historiques grâce à l'éditeur Dark Horse. En 1949, Tezuka publie Metropolis, manga dans lequel était poursuivi un robot, Michi, qui dans le monde de Tezuka est la mère d'Astro. Et déjà on commençait à voir quelques prémices de son plus grand succès. En 1951, sort Atomu Teishi, ambassadeur Atom, un one-shot dans lequel les humains se battent contre des aliens. Astro apparaît pour la première fois en tant que personnage secondaire chargé de régler la situation. Mais à ce moment-là, il n'est pas très humain, c'est un vrai robot, encore plutôt froid et artificiel. C'est le rédacteur en chef de Tezuka, Takeshi Kanai, qui vient le voir et lui dit en substance « Atom, c'est le personnage le plus aimé, pourquoi ne pas faire un manga qui lui est dédié ?» Ce à quoi Tezuka répondit « Oui d'accord, mais c'est un robot !» Et c'est vrai qu'en 1952, faire d'un robot déshumanisé le personnage principal, c'est très casse-gueule comme concept. Difficile donc de s'y attacher. Alors l'idée germa d'en faire un robot avec des émotions. Un robot qui rit et qui pleure, pas un robot à qui on peut arracher un bras ou une jambe facilement comme si de rien n'était. Il faut un robot qui souffre, un robot qui peut mourir, bref, un robot humain. Et c'est ainsi qu'Astro fut imaginé. À l'origine, le titre retenu pour ce nouveau manga était Tetsujin Atomu, qui signifie homme de fer atome. Mais bon, le terme était un peu fort, alors il a été modifié en Tetsuwan. Finalement, Tetsujin sera repris un peu plus tard par Mitsuteru Yokoyama dans le manga éponyme en 1956. Ce qui est très intéressant dans la construction du personnage, c'est l'époque. Le thème est vraiment novateur. Imaginez un peu, on est en 1950, la robotique n'est pas ancrée dans la pop culture, comme elle l'est aujourd'hui. On est quand même dans un monde où Sputnik 1, le premier satellite, ne sera envoyé dans l'espace que 5 ans après le début de la série. Gargarine, on sait pas qui c'est, et Armstrong encore moins. Et le cycliste n'est même pas encore né. Mais ça a rien à voir. Les récits de cette nature, il y en a très peu. Les robots, c'est quelque chose de très fictionnel, très matériel, très machine. Et là, Tezuka, il débarque avec son robot humain, et tout un concept avant-gardiste, nous expliquant que les robots ont des droits. Non mais attends mon vieux, tu te rends compte quand même que tu vis encore dans un monde où il y a une grande majorité de pays qui pensent que si tu n'es pas un homme blanc, t'as pas de droits, et toi tu nous parles de robots avec des droits? Mais t'es fou! Et donc ce récit fait quand même écho au mouvement américain des droits civiques de l'autre côté du Pacifique. Il en est même une métaphore science-fictionnelle. Parce que c'est ça Astro, un combat pour la paix et l'égalité de tous. Astro, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour un Japon traumatisé par la guerre. C'est une source d'inspiration pour les enfants et une influence manifeste pour les concepteurs de robots. C'est d'ailleurs ce que dira Tatsuya Matsui, concepteur du robot Posy. Alors oui, aujourd'hui Astro peut paraître enfantin, le dessin, le style de Tezuka n'est pas étranger à cette perception. Mais il est aussi très moralisateur. Et rappelez-vous, si vous découvrez l'œuvre aujourd'hui, le manga a plus de 70 ans. Il faut donc faire l'effort de le recontextualiser. Le manga se situe en 2003, donc 20 ans avant cette vidéo, mais 50 ans après l'époque où il est écrit. Et rappelez-vous des 50 ans, c'est très important. En fonction des versions successives, on aura toujours ce décalage entre l'époque où il est écrit ou animé et l'époque réelle, à quelques exceptions près. Le docteur Tenma, directeur du ministère des Sciences, perd son fils dans un accident de la circulation. Il décide alors de créer un robot qui lui ressemble, doté de la puissance de 100 000 chevaux. Ouais, ça fait beaucoup de sabots. Sauf que le robot évolue pas comme il veut, il s'énerve et finalement il le revend à un cirque. Et c'est là que je me dis que le docteur Tenma, c'était pas vraiment un gentil. Astro apprend la vie au cirque, il travaille, mais reste un esclave sous la domination du terrible Ameg, le directeur, jusqu'au jour où le docteur Oshanomizu, nouveau boss du ministère des Sciences, arrive à mettre en œuvre le droit du robot. Astro devient libre, il rejoint une famille avec des parents construits pour l'occasion et va à l'école. Il aura même une sœur, Uran, pour uranium,
et un frère Cobalt, pour Cobalt. Mais à côté de ça, il va quand même tataner du méchant, des menaces extraterrestres, humaines et bien sûr d'autres robots, notamment Atlas, celui qui m'a le plus marqué, sorte de clone maléfique d'Astro. Mais il y a d'autres histoires, hein. D'ailleurs l'une des histoires les plus intéressantes et les plus marquantes je trouve est celle où Astro doit affronter un redoutable adversaire en la personne de Pluto, un robot avec des cornes qui s'en sert pour balancer des éclairs. Oui mais non, lui il est gentil, je vous parle de Pluto, Pluto c'est lui. Bon, je vois qu'on peut jamais vraiment faire une vidéo sérieusement ici, c'est pas grave, j'y reviendrai. Bon, résumé Astro à du coup de pied aux fesses de robots malveillants est évidemment réducteur. Il y a de tout dans Astro, des simples histoires de SF, mais aussi des aventures plus connotées politiquement, comme quand Astro doit protéger le premier robot qui doit s'inscrire pour voter, ou lorsqu'il est garde du corps du premier président robot élu. Tezuka a toujours reconnu que Mickey Mouse a inspiré Astro. Et quand vous regardez le design, il y a du sens. Visage rond, et yeux ovales, sommet du crâne noir, ayant à peu près la même forme, et il a deux excroissances, les deux petites pointes qui peuvent faire penser aux oreilles de la souris américaine. D'ailleurs, comme Mickey, ces deux pointes ne changent jamais, quel que soit l'angle de vue. C'était voulu par le maître. Donc Astro, c'est un design d'enfant, mais avec des pouvoirs redoutables et un cœur gros comme Goldorak. Il a un sens de la justice ultra prononcé, à l'image de son auteur. Dans ses premiers exploits, au sein du cirque, on voit tout de suite sa grande force et sa capacité à voler. Mais ce ne sont pas ses seuls atouts. Il peut éclairer avec ses yeux, il entend super loin, et il a des mitraillettes dans les fesses. Ouais, dans les fesses. Les dessins animés et autres séries lui ajouteront d'autres pouvoirs, comme un rayon laser qui sort de son doigt, ou un canon dans les bras. Outre le Dr Tenma, créateur d'Astro, qui est un sacré quand même, il y a aussi le professeur Ochano Mizu, qui assurera ce rôle paternel avant qu'Astro n'ait une vraie famille. Au titre des humains, il faut aussi pointer l'inspecteur de police, Tawashi, présent dans toutes les versions d'Astro Boy, quasiment. Bourru et de la vieille école, il est constamment sur le dos d'Astro. Il aime pas trop les robots, lui. Ce qui est dommage dans une série qui ne traite que de ça. Et justement, à côté des humains, il y a les robots. Alors il y en a des tas, mais j'en retiendrai particulièrement 3, tous notés 2 étoiles dans le Star System de Tezuka. D'abord Atlas, qui est une sorte de clone d'Astro. Plutôt mauvais, normalement, mais il peut faire preuve d'un certain sens de l'honneur. Il a été construit par un scientifique inca qui voulait venger sa mère. Du moins, c'est son premier background, car son origine sera souvent repensée. Atlas dispose des mêmes pouvoirs d'Astro, mais en plus, dans une des histoires, il en obtient un inédit, celui de faire du pipi explosif. Eh oui! Mais bon, dans le même épisode, Astro et Atlas s'allient. Le Chevalier Bleu est le deuxième robot, extrêmement intéressant, très puissant, c'est un protecteur des droits des robots qu'il veut pousser à la rébellion, un adversaire plutôt stylé. Et puis il y a Pluto. Un sultan engage un scientifique pour construire un robot, ultra puissant, disposant de la puissance d'1 million de chevaux. Je vous rappelle qu'Astro c'est 100 000. Et tout ça pour faire quoi? Pour conquérir le monde! Of course! Je vous passe les détails, sachez que Pluto affrontera les plus puissants robots du monde, dont Astro, qui pour l'occasion bénéficiera d'un power-up pour atteindre lui aussi les 1 million de chevaux. Et puis débarquera un autre robot qui lui dispose d'une puissance de 2 millions de chevaux. Si tout ça, ça vous rappelle pas le système de puissance de Dragon Ball Z, je peux rien faire pour vous. Bref, Pluto et Astro s'allient car Pluto découvre le pouvoir de l'amitié et il se sacrifiera dans la bataille. Alors Pluto est aussi devenu un manga à part entière réalisé par Naoki Urasawa. Grand mangaka également et auteur d'œuvres comme Monster ou 20th Century Boy. Grand fan d'Astro, il a repris le personnage de Pluto pour une histoire inédite en 8 volumes dans laquelle Astro apparaît. Pluto, c'est un mélange de genres entre Astro et Monster. La série reçoit plusieurs prix, notamment le prix culturel Osamu Tezuka. Joli retour des choses, n'est-ce pas? Et notez que Netflix a annoncé une adaptation en animé. J'attends de voir ce que ça donne, mais en tout cas, le manga est très intéressant, je vous invite à être bien. Pour finir, Astro a eu un impact culturel énormissime, surtout au Japon. Il est citoyen d'honneur de la ville de Niza par exemple, c'est l'un des premiers personnages de manga à avoir eu le droit du merchandising de masse, j'en reparlerai. Il démontre tout le talent de Tezuka de mettre à la portée des enfants des sujets sérieux par le biais de métaphores. Mais son impact va au-delà des enfants. Rappelez-vous du contexte, le Japon à la fin de la guerre est traumatisé par Hiroshima et Nagasaki, traumatisé par la puissance de l'atome. Et 7 ans après, débarque un robot qui s'appelle Atome. Et c'est là qu'Astro va dédiaboliser l'énergie atomique. Il va grandement contribuer à son acceptation, et notamment dans son utilisation pratique
et utile de manière domestique. Il a même été pendant un temps la mascotte d'une série de vidéos pour enfants sur la sécurité routière. C'est pas rien. En 2023, IGN le classe même 25e de son classement des personnages de manga de tous les temps. Bon, je vous l'accorde, IGN n'y connaît rien. Dans leur classement, il n'y a même pas un Chevalier Zodiac, même pas Nicky Larson, pas de Ken, pas de Cobra. Par contre, ils nous mettent Sailor Moon 8e et Luffy 1er. Mais bon, au moins il y a Jotaro, Motoko, Spike et Shinji, ça sauve un peu le truc. Mais Astro, c'est aussi beaucoup d'autres séries papier que je vais aborder. À commencer par Atom Cat, publié entre 1986 et 1987. Atom Cat, c'est un spin-off, une histoire parallèle dans laquelle Astro Boy est un personnage fictif. Et le petit Tsugyo en est fan. Un jour, il trouve un chat, et il a un accident provoqué par des extraterrestres qui étaient alors en lune de miel sur notre Terre. Le chat meurt, et les aliens, n'y connaissant rien en anatomie du chat, scannent les souvenirs de notre Tsugyo. Et là, il voit toutes les histoires d'Astro. Et du coup, il crée Atom Cat. Ouais, je me suis dit exactement la même chose. Bon, le manga a pas duré très longtemps, mais vous voyez quand même le délire de création scénaristique. En 2003, Akira Himekawa réalise une BD nommée Astro Boy, tirée de la série télé du début des années 2000, dont je parlerai en troisième partie. Sachez également qu'Akira Himekawa est en fait un pseudo pour deux mangaka, Honda et Nagano. Alors tableau de chasse, on peut citer Zelda version manga. Cette version reprend l'histoire d'Astro, sa naissance, ses combats, c'est un remake. En 2009, Akira Himekawa, toujours elle, sort une nouvelle adaptation de Astro avec Astro Boy, la légende du Chevalier Azur, composée d'un seul volume édité au Japon par Kadokawa Shoten et en France par l'éditeur Soleil. Et puis ensuite, en 2014, vient Astro le commencement, qui est un manga préquel dessiné par Tetsuro Kasahara et scénarisé par Yuki Masami. Deux auteurs que je connais assez peu finalement. Dans cette histoire, on s'intéresse à la jeunesse de Tenma, le père d'Astro, et celle du professeur Ochano Mizu. Ces deux derniers font des expériences relatives à l'intelligence artificielle et le manga est toujours en cours. Il fait l'objet d'une publication en français et il en est déjà au moins à 16 volumes à l'heure où j'écris ce texte. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous en parler plus que ça, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas lu. Mais au moins, vous savez que ça existe. À côté de tout ça, j'ai vu passer une création française titrée Astro Boy année 0, mais je n'ai aucune autre info que la couverture de la BD. Je sais pas du tout ce que cela vaut, je sais même pas si elle est sortie, je ne la trouve nulle part. Si quelqu'un connaît, qu'il n'hésite pas à en parler dans les coms, ça m'intéresse. Vous voyez, ça en fait du papier à la gloire du plus puissant des robots, et sans doute que j'en oublie. Toutefois, je vous propose dans un prochain épisode de nous attarder sur la partie animée d'Astro. En attendant, je vous laisse un sujet de philo. Quel est le plus fort ? Astro ou Goldorak, vous avez 2 semaines. Inaman, tu as oublié de dire à tes auditeurs, prenez soin de vous. Ah oui, pardon, merci pour ce rappel très humaniste robot. Alors, prenez soin de vous. Salut tout le monde et bienvenue pour cette 3e partie de la rétro Astro où il sera question aujourd'hui d'animation et là aussi il y a de quoi parler. Malgré le succès du manga, il faudra attendre néanmoins 10 ans avant d'avoir le premier dessin animé. Et là encore il est précurseur. Car à cette époque, le dessin animé japonais n'avait pas une portée extraordinaire et beaucoup de spécialistes estiment que le premier représentant de la culture d'animation japonaise pour la télévision est justement Astro Boy. Ce n'est pas le premier dessin animé japonais, mais il est considéré comme la pierre angulaire de l'industrie de la japanimation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire des épisodes sérialisés avec des saisons, un style propre, une technique d'animation particulière. Ce qui signifie qu'Astro réussit le tour de force d'être le précurseur des mangas modernes et de l'animation moderne. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas faux, mais ça on le verra dans la 4e partie. La première série est donc produite par Mushi Productions, la boîte d'Osamu, et diffusée sur Fuji TV entre 1963 et 1966 pour un total de 193 épisodes. C'est énorme, c'est plus que Saint Seiya ou Dragon Ball par exemple, avant Dragon Ball Z. L'histoire est écrite par Yoshiyuki Tomino, qui en est à ses tout débuts, mais qui s'est fait notoirement connaître par la suite pour son travail sur Mobile Suit Gundam. Elle est quand même globalement assez proche du manga, je ne reviens pas dessus. Juste une chose, elle démarre en 2013 et non plus en 2003, ce qui s'explique par les 10 ans d'écart avec la version papier, je vous l'avais dit dans la 2e partie. Il y a toujours 50 ans d'écart entre le moment où est écrit l'histoire et sa localisation temporelle. Cela étant, dans la mesure où le manga était également publié à l'époque, la série animée s'en détacha assez rapidement et Tezuka créa de nombreuses histoires originales pour la série animée. Ce que l'on appellerait aujourd'hui des épisodes filler, même si conceptuellement c'était pas exactement la même chose pour Astro. Pour la réalisation, Osamu Tezuka utilisait la technique de l'animation limitée, c'est-à-dire qu'il réduit au minimum le nombre de mouvements des personnages afin de limiter le nombre de cellulos nécessaires
et donc l'argent dépensé. L'animation limitée est une technique mise au point aux États-Unis, mais qui va être sublimée au Japon. L'animation limitée, c'est l'art de donner du mouvement à une image fixe. Astro, c'est 8 images par seconde, au lieu des 18 du cinéma d'animation traditionnel. Et ce changement va avoir une grande influence sur la Toei, qui laissera tomber l'animation traditionnelle au profit de l'animation sérialisée, avec toutes les séries qu'elle nous sortira des années plus tard, et que l'on connaît bien. Quant à la musique mythique du générique, qui sera reprise en d'autres versions, elle est la création de Tatsuo Takai. Il existe d'ailleurs 2 versions de l'opening, une instrumentale, et l'autre avec les paroles écrites par Shuntaro Tanikawa. Et tout ça, c'est un vrai succès. La série est accueillie très favorablement, la plus forte audience enregistrée pour un épisode, ayant même dépassé les 40%. Et Astro Boy, c'est aussi la première série japonaise exportée aux États-Unis. C'est pas mal, non ? La série, par son style épuré, a complètement impressionné un grand nom du cinéma américain, Stanley Kubrick, à tel point que ce dernier a demandé au dieu du manga d'assurer la direction artistique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Toutefois, Osamu déclina la proposition car cela l'aurait obligé à déménager plus d'1 an à Londres et il ne pouvait pas se le permettre. Malgré le succès de la série au Japon et aux États-Unis, hélas, elle ne sera pas diffusée en France. Ce qui fait que les petits Français que nous sommes avons découvert Astro avec la série des années 80 que je vais maintenant évoquer. Mais avant cela, je dois quand même vous parler d'un autre dessin animé, Jeter Mars. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ce truc-là ? Et moi, je vous réponds, que premièrement, c'est complètement con d'essayer de me parler au travers de YouTube, ça ne marche pas comme ça, et que deuxièmement, Jeter Mars était initialement prévu pour être la seconde version de l'animé Astro. Et comme vous pouvez le voir, le design du héros, Mars, est même assez proche de notre petit robot. Alors pourquoi c'était pas le cas ? En fait, au moment de la création de ce dessin animé, le studio Mushi Productions fait faillite. Osamu travaille alors un temps pour la Toei et souhaite créer une animation d'Astro en couleur. Sauf que c'est le bordel dans la liquidation de Mushi Productions et il ne disposera pas des droits suffisamment rapidement, tandis que la Toei le presse pour sortir son dessin animé. Alors le dieu du manga part sur autre chose, de similaire, mais pas pareil. À cause de ce mélange, la réception de la série est mitigée finalement. C'est pas réellement Astro, ni un nouveau personnage. Tezuka s'en désintéresse, et seulement 27 épisodes sont produits. Par contre, dès qu'il va récupérer tous les droits sur ces personnages, il va se lancer dans la création de la deuxième série officielle d'Astro, la série de 1980. Ah, voilà ce que j'ai découvert étant petit et ce que j'ai tout de suite adoré, le reboot de 1980. Cette fois-ci, nous sommes en 2030, vous voyez, toujours cette notion d'histoire se déroulant 50 ans après l'écriture du scénario de l'œuvre. À l'époque, il se dit que Tezuka n'était pas complètement satisfait de la première série et il voulait tout recommencer à zéro. C'est son studio, Tezuka Productions, qui est alors à la manœuvre. 52 épisodes ont été produits, ce qui est peu par rapport à la série d'origine. Côté musique, le thème de la première série de Tatsuo Takai est repris, mais Seiji Suzuki est également crédité au générique. C'est lui qui va refaire un peu les arrangements. Il est connu pour avoir travaillé sur Lady Oscar et Lupin. Astro n'est pas le seul héros de Tezuka apparaissant dans la série. En effet, dans l'épisode La machine à voyager dans le temps, par exemple, on retrouve le célèbre médecin de l'ombre, Blackjack. Je vous laisse découvrir pourquoi, mais je pense que le titre vous donne un indice. En France, la série est arrivée le 4 janvier 1986 sur TF1 à 15h10. Ouais, je suis précis. Avec seulement 51 épisodes. Et oui, en fait, les deux premiers ont été fusionnés, et une grande partie sur la mort du fils du Dr Tenma et l'introduction du personnage d'Atlas ont été supprimés. Atlas apparaissant dans l'épisode 2. Atlas, personnage qui m'a fortement marqué, comme je vous l'ai déjà dit étant petit, et qui est l'antagoniste principal d'Astro dans cette série. D'ailleurs, c'est la principale différence de cette seconde série. Tezuka a vraiment insisté sur le conflit Astro versus Atlas, puisque 9 épisodes y sont dédiés dans la version originale. D'ailleurs, l'idée poursuivie dans ces 9 épisodes était que la lutte entre le bien et le mal n'était pas aussi manichéenne qu'on pouvait le supposer, chaque camp ayant ses forces et ses faiblesses, chaque camp ayant ses arguments. Dans la version francophone, la voix d'Astro est assurée par Flora Balzano. Cela ne vous parle peut-être pas, car l'équipe de doublage est en réalité québécoise, le dessin animé ayant été doublé par les productions Via le Monde avant d'arriver dans notre beau pays. Et oui, on a la version québéco-canadienne ou canado-québécoise, ou faites comme vous voulez, qui diffère quelque peu de la version originale. Par exemple, la séquence d'intro, récapitulant la construction d'Astro avec la voix off. Ça crée un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. Oui, celle-ci est issue de cette version.
Mais la séquence d'intro n'est pas le seul ajout. En effet, puisque cette version était fortement censurée et perdait quelques minutes, il a fallu un peu compléter. Pour cela, les génies de la production ont eu une super idée. Des séquences ont été ajoutées montrant Astro faisant son compte-rendu du jour au super ordinateur Geronimo avec une toute petite erreur glissée dans son rapport que les enfants âgés de 6 à 14 ans devaient retrouver parmi 3 propositions et envoyer leur réponse à la télé. TF1 en France, donc, pour gagner des petits cadeaux. Astro s'est-il trompé A. Sur le nom du vaisseau spatial ou encore B. Sur la nature de la cargaison de ce fameux vaisseau spatial ou C. Sur l'emplacement de la touche de l'autoguidage. Vous avez trouvé? Ok, alors vous prenez un stylo, une carte postale, vous inscrivez tout en bas votre choix, soit A, soit B, soit C. Je manquais de tout mettre bien. Eh bien, cette semaine, on gagne une super parure de lit à l'effigie de Astro et cette petite copine. Bien sûr, aussi des albums à colorier. Mais ça, vous le saviez. Et oui, au-delà de la censure, il y a souvent des différences entre version originale et version française. Par exemple, le nom d'Astro, dans la version originale, c'est Cathy qui choisit son nom dans l'épisode Robot Circus, car c'est un robot à propulsion atomique. Donc il s'appellera Atomu, traduit en anglais par Astro. Bon, même si ça marche moins bien. Mais en français, c'est le directeur du cirque qui l'appelle ainsi, sans raison particulière. Voilà, dommage. Mais Roberto est décidé à mener la vie dure au petit robot, auquel il a donné un nom d'artiste, Astro. Autre anecdote, ouais, c'est la coutume dans la rétrospective Astro. Dans la version française, le docteur Tenma ne cherche pas à remplacer son fils décédé, mais simplement lui rendre hommage. Le professeur Balthus passe aux actes. Il crée un robot enfant en mémoire de son fils qui en avait eu l'idée. Voilà, ça se fait pas, ce genre de discours. C'est pour cela que c'est fortement censuré et qu'Astro s'appelle Tommy, et non Thomas, qui est le prénom francisé de Tobio. Ça va, vous suivez ? Après lui avoir fait signer un contrat, Roberto emmène Tommy dans son cirque de robots où se produit la vedette du spectacle, un super trapéziste dont les réflexes sont informatisés au millionième de seconde. Le générique québécois est interprété par les Petits Chanteurs d'Asnières, chorale française assez connue. De paradis ne vont pas. On approuve tes colères quand tu dis. Allez savoir pourquoi, la version française a été réenregistrée par Franck Olivier, Chevalier qui nous apprend à nous entraîner, toujours là quand il faut, c'est Astro le qui a quelque temps assuré les premières parties de Claude François, et que vous connaissez peut-être pour ce générique. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il interprète également le générique de fin, que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais petit, notamment pour son animation. C'était tout simple, mais on voyait plusieurs images qui se regroupaient en une seule pour décomposer le mouvement d'Astro. Sympa. Vous arrivez, Astro, généreux, toujours là quand il faut. Si le vrai triomphait du faux, que le monde serait beau. Alors cette série, je vous l'ai déjà dit, m'a énormément marqué étant petit. Le combat contre Atlas, les prouesses d'Astro, et pourtant j'avais pas vu tous les épisodes. Loin de là. Mais je ne sais pas pourquoi, ce petit robot plein d'humanité m'a marqué. Sans doute mon côté mielleux y était déjà sensible. Et puis bon, c'était pas tous les jours qu'on pouvait dire à ses parents qu'on regardait un robot tirer avec son cul. En 2003, afin de célébrer les 40 ans du petit robot, Tezuka Productions et Sony Pictures s'associent pour créer une nouvelle série comportant 50 épisodes réalisés par Konaka Kazuya, qui a bossé sur Blackjack, mais aussi sur Ultraman. Comme pour la version précédente, on aura le droit à la traduction de la version outre-Manche et pas directement celle issue de la version japonaise. Le doublage ne m'a pas spécialement marqué, tout comme l'animé, elle a été diffusée sur France 3 en 2004. C'est un remake de la série de 1963 avec un Dr Tenma encore plus antipathique que d'habitude je trouve, car le père d'Astro apparaît comme le principal antagoniste de la série. Du coup je le déteste encore plus. Visuellement c'est assez classique, c'est du Astro lifté.
En 2014 sort une nouvelle série de seulement 8 petits épisodes, nommée Little Astro avec un public visé fortement rajeuni. On s'attaque ici à la maternelle, 12 minutes par épisode, même pas de quoi en faire une anecdote. Ah si, oui, en fait c'est une production internationale réalisée avec le Nigeria. Et oui, et la série a d'abord été diffusée là-bas, mais avec quelques difficultés de retransmission. En 2019, nouvelle série de 52 épisodes de 11 minutes avec Go Astro Boy Go. C'est une nouvelle création internationale puisque développée par la société française Planète Nemo Animation. Là aussi, ça se veut pédagogique et pour les ch'tis d'enfants. Annoncé déjà depuis un bon moment, le projet de reboot de la série est porté par Shibuya Productions et Méthode Animation, responsable par exemple de la série Iron Man. Et c'est un Français qui est aux commandes, Thomas Astruc, créateur de la série Miraculous. Un teaser est déjà sorti, alors je ne suis pas fan du design, sans doute que je suis trop attaché à la série des années 80, même si ce n'est pas suffisant pour lui tourner le dos. J'attends de voir l'animation et l'histoire, mais j'avoue que Miraculous c'était plutôt pas mal comme série, et que la série Iron Man, qui a un design assez proche, ne m'a pas rebuté plus que ça, même si elle s'adresse à un tout autre public que moi, compte tenu de la personnalité ultra lisse de Tony Stark. Mais bon, attention, pour l'instant aucune date de sortie, donc on sait pas si ça arrivera un jour. Et oui, Astro c'est aussi des films d'animation et pas mal de courts-métrages qui hélas n'ont jamais été doublés, ainsi que 2-3 émissions crossover avec d'autres personnages du monde de Tezuka. Commençons rapidement par les courts et moyens métrages. Tout d'abord, Astro Boy, Chapter of the Blue Nile, court-métrage de 11 minutes diffusé en 1999 au Tezuka Osamu World et où Astro affronte le Chevalier Bleu. Vient ensuite Astro Boy Doomsday, sorti en 2001 d'une durée de 16 minutes, il pouvait être acheté en ligne sur la plateforme Videx, en japonais. Deux ans plus tard, en 2003, sort Le secret de la naissance d'Astro, court-métrage de 20 minutes, sorti également au Tezuka Osamu World. La même année, on aura le droit à Ivan's Planet, pareil, diffusé uniquement au Tezuka Osamu World, durée de 20 minutes également. Un an plus tard sort un nouveau court-métrage, The Glorious Earth, d'une durée de 20 minutes, et qui sera projeté au... Eh ouais, j'ai entendu celui du fond, Tezuka Osamu World, avec un petit twist final quand même plutôt sympa. Puis enfin, je citerai Astro Boy vs Ixa, film IMAX de 40 minutes, sorti en 2005, uniquement en japonais, et où Astro va affronter Ixa, un robot très costaud. Du côté des longs métrages, on peut citer Astro the Brave in Space, sorti en 1964, mais qui en fait est un faux long métrage, dans la mesure où c'est une réédition de 3 épisodes de la première série, avec une recolorisation partielle. Pour finir cette partie, j'évoquerai rapidement le film d'animation de 2009, pas forcément bien accueilli. Le film est produit par Imagi Studio qui a fermé juste après, et il est réalisé par David Bowers, à qui l'on doit Story City et le journal d'un dégonflé. Des films qui font sourire dit comme ça, mais Story City c'est pas mauvais du tout. Hein. Bon, le film ressasse une nouvelle fois la naissance d'Astro. Sur le fond, il n'est pas si mal, mais je ne suis tellement pas fan de l'animation 3D que j'ai décroché. Pourtant, il y a des choses positives dans ce film. Il est assez sérieux, bien réalisé, propre, design assez fidèle, mais voilà, cela ne prend pas avec moi. Par contre, je comprends qu'il soit apprécié, si tant est qu'il le soit, hein, car il n'a pas franchement marché à sa sortie. Hein? I got machine guns in my butt.
J'ai fini mon tour d'horizon non exhaustif de la partie animation, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la dernière partie. En attendant, prenez soin de vous. Même s'il est un robot, nous te disons tous merci, Astro. Bienvenue pour cette dernière partie de la rétro dédiée à Astro où il sera question de merchandising. En gros, on va voir tout ce qui n'est pas manga et animation. Mais avant cela, laissez-moi vous faire une petite introduction sur le merchandising. Une partie sur les produits dérivés n'a jamais trouvé autant de sens que pour cette rétrospective. Je vous ai dit dans les parties précédentes que Tezuka avait révolutionné le manga papier et l'animation. Eh bien, il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi révolutionné le merchandising au Japon. Encore une fois, avec Astro. C'est d'ailleurs ce qu'explique Mark Stenberg de l'Université Concordia de Montréal dans un article d'une revue très sérieuse, Théorie, Culture et Société. Ouais, parce que si je le dis en anglais, ça va être nul encore. Alors attention, vous trouverez toujours des analyses contraires qui expliqueront que non, Astro n'est pas le premier dessin animé, ni le premier manga, ni même le premier exemple de merchandising. C'est totalement vrai, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est d'expliquer qu'Astro, et plus globalement Tezuka, va révolutionner tout cela en basculant dans l'ère moderne. Le concept de merchandising de personnages n'est pas né au Japon et n'est pas né avec Astro, hein. Ça c'est très clair pour vous. En fait, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, attribue à Disney la création du merchandising moderne dans les années 30. Et déjà, à l'époque, des Japonais s'y intéressaient, mais je vais y revenir. Cela étant, ce concept d'exploitation existait déjà en Europe, pas aussi structuré, mais il existait. Par exemple, le bonhomme Michelin. Et si on revient au Japon, dans les années 30, il y avait les aventures de Norakuro, une sorte de chien soldat, qui a eu son petit succès, et qui a fait l'objet de merchandising. J'en parle pas plus, car un jour j'en ferai peut-être une rétro, mais sachez-le. En attendant, revenons à notre thématique du jour. Comme Tezuka vend à très bas prix ses dessins animés, il faut rentabiliser. Et il va jouer sur la vente de produits dérivés et l'exportation à l'étranger. Donc, le merchandising à la japonaise est né du modèle économique créé par Tezuka pour les animés. Le principe est simple. L'œuvre animée est créée rapidement, à perte, pour pouvoir faire face à l'importation massive des œuvres étrangères et pour couvrir les pertes, il faut vendre des figurines. Et donc au sein de Mushi Productions, il va créer un département chargé de la gestion des licences, inspiré de celui de Disney. Et c'est d'ailleurs la création de ce département qui va expliquer, quelques années plus tard, le retard dans l'exploitation du personnage d'Astro pour la seconde série, lorsque Mushi Productions fera faillite. La récupération des droits avait retardé la production du dessin animé, mais ça, je vous renvoie à la troisième partie de la rétro. À nouveau, pardonnez-moi mon japonais, tout pourri, mais sachez simplement que le business des animés a un nom au Japon. Cela s'appelle le Kirakuta Bishinesu, ce que l'on peut traduire par le business des personnages ou mascottes. Et donc, dès la sortie de la première série Astro, Tezuka va s'associer avec la plus grande marque de chocolat japonais, Meiji, pour lancer une campagne associant le petit robot à la marque. Et bien d'autres suivront. Très vite, des jouets vont être créés et tout un tas d'autres produits comme des autocollants, des trousses, des badges, plein de trucs. Et oui, l'imagination pour se faire du pognon n'a aucune limite. Et depuis les années 60, des produits dérivés autour d'Astro, des jeux de société, des jouets, il y en a eu un paquet. Il y a même eu un petit robot à construire en kit. C'était en 2017, les petits japonais devaient acheter 70 numéros d'un magazine spécialisé pour le construire, et tout ça pour la modique somme de 1500 € environ. Mais c'était pas une simple figurine, Il était doté d'une intelligence artificielle. C'est pas un truc de dingue ça. Bon par contre, j'ignore si ça marchait. Alors je ne vais pas vous passer en revue tous les produits dérivés, les pins, les cartes téléphoniques, les vêtements, les autocollants, les cahiers, les chaussons, les bonbons. Il y en a des tonnes et je vais pas y passer la journée. Il y a même eu des romans français. Mais je vous en préserve, je vais plutôt m'attarder sur les objets récents et qui m'ont marqué. J'en ai retenu 4 et j'en possède 2. D'abord, la figurine Mafex 1.5 qu'on peut encore trouver assez facilement pour environ 100 €. Une très belle figurine articulée d'Astro avec pas mal d'accessoires, franchement très sympa. Je l'ai chez moi et je vous encourage à vous la procurer si vous êtes fan d'Astro, elle est vraiment très chouette. Du côté des grandes statuettes, Cartoon Kingdom a sorti un Astro Boy vraiment sympa, volant avec un joli petit décor en socle au format 1/6, seulement 100 exemplaires. Il existe une version jour et une version nuit. Le tout pour la bagatelle de 600 €. Franchement, c'est la résine que je préfère. Mais moins cher, il existe aussi une statuette chez CFR Studio pour le prix de 450 € environ, avec la possibilité de changer le bras gauche et de le mettre en mode canon. Je la trouve très bien réalisée et j'ai failli craquer, bien que je lui préfère celle de Cartoon Kingdom. Mais bon, elle est plus chère. Et puis dans un univers complètement différent, j'ai craqué, grâce ou à cause d'une amie que je ne remercie pas, sur un Astro en briques de type Lego. Alors ce ne sont pas des Lego, mais pour être Lego maniaque, cela reste de très bonne qualité. L'entreprise qui est derrière Fantasy fait plein d'autres choses, notamment du Senseiya,
Et en plus, elle semble avoir la licence officielle Astro. Et franchement, il rend vraiment très bien. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les Lego. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, c'est du bon boulot. C'est très chouette à construire, très costaud, j'adore et je conseille. Ah, les jeux vidéo. Une rétro sans les jeux vidéo, c'est comme le sel sans le poivre, ça n'a aucun sens. Et en plus, pour Astro, il y en a eu quelques-uns. Ainsi, en 1988, sort Tetsuwan Atomu sur Famicom, jeu édité par Konami. C'est un jeu de plateforme composé d'une dizaine de stages. Astro saute, tape, et même il vole. Il y a un système de gestion de vie assez original, déterminé par l'uranium. Graphiquement, on reconnaît bien les personnages, mais c'est globalement assez moche. Je rappelle quand même que la même année sort Mega Man 2. Je ne pourrais pas trop vous parler du gameplay, je n'y ai pas joué, mais j'ai l'impression qu'il se finit assez vite et que c'est assez facile. Le run que j'ai vu sur le jeu a duré moins de 20 minutes. Cela étant, quand on est fan d'Astro et qu'on voit ce jeu à l'époque, on peut être plutôt content d'avoir ce type de jeu. En 1994, notre robot en slip débarque sur Super Nintendo dans un jeu d'action plateforme avec une vue de 3/4 par moment. Bizarre. Graphiquement, on est au-dessus de la version NES, c'est normal, c'est la génération de consoles suivante, mais il n'y a pas non plus de quoi casser un bras à un robot. Je rappelle que le jeu sort la même année que Mega Man X2. Ouais, j'aime bien les comparaisons avec Mega Man parce que j'adore ce jeu. Et puis c'est un robot. Du peu que j'en ai compris, le système d'uranium a été abandonné et remplacé par les traditionnels cœurs, ce qui est dommage, car dans le premier jeu, c'était quand même un élément stratégique intéressant. On retrouve bien évidemment certains persos d'animé, dont Atlas dans sa version enfant, et qui est aussi l'avant-dernier boss, le dernier étant le surpuissant Pluto. En 2005 sort Omega Factor, et pour le coup c'est sans doute le meilleur jeu Astro. Il est sorti sur Game Boy Advance et est graphiquement très réussi comme vous pouvez le constater. Il y a des tas d'ennemis, des boss énormes, on peut voler, c'est nerveux, ça tire dans tous les sens. Les sprites sont gros, ce qui facilite la lisibilité sur le petit écran de la Game Boy. En termes de réalisation, c'est vraiment bien foutu. En plus, le scénario est assez original dans son déroulé, et vous verrez que finir le jeu n'est pas gage de réussite, du moins comme on l'entend, c'est plutôt bien pensé, il y a un bon niveau de rejouabilité. On peut également améliorer son personnage, et cerise sur le gâteau, vous aurez le droit de rencontrer d'autres personnages de l'univers Tezuka, comme Blackjack et le Phénix, qui sont d'ailleurs essentiels à l'intrigue. Au-delà de la licence, il a même été considéré comme un très bon jeu de la console, par la presse et par les joueurs. Mais en même temps, quand on sait qu'il a été développé par Treasure Studio Mythic, responsable de Ikaruga par exemple, et grand adepte de level design originaux qui font que beaucoup de joueurs étaient fans du studio avant d'être fans d'une licence en particulier. L'année suivante sort Astro sur PlayStation 2, création de Sega qu'on ne présente plus, mais qui pour le coup a mieux fait de s'abstenir. C'est un jeu d'action et d'aventure assez moche, hormis la cinématique d'intro qui est plutôt pas mal. C'est lourd, c'est peu intéressant, c'est redondant. C'est franchement raté. Une vraie déception pour tous les fans. Heureusement pour eux, il ne faudra attendre que 5 petites années pour avoir un jeu digne de ce nom, en même temps que la sortie du film, en 2009. Eh ben non, en fait c'est pas terrible non plus, mais il y a du mieux. Sorti sur Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 et PSP en 2009, le jeu ne brille pas par sa qualité graphique. C'est vraiment pas top. C'est plutôt répétitif aussi, et ça se finit assez vite. Bref, à oublier, on n'est vraiment pas gâté. Sur 5 jeux, on a un jeu vraiment top, 2 jeux moyens bons qui ont l'excuse des premières générations, et 2 jeux absolument ratés. Voilà le bilan d'Astro en jeu vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais avec ce que je viens de vous présenter et les graphismes des 2 derniers opus, moi maintenant j'ai envie de me laver les yeux avec de la beauté, avec de l'art. Eh bien c'est le moment pour en parler justement. Car Astro, ce n'est pas que de l'amusement. Astro, c'est une icône qui a inspiré de nombreux artistes. Ainsi, Jean Prouvé, designer célèbre, français, créa le bandit Marcool, que vous voyez, décliné avec une statue en résine d'Astro du plus bel effet. L'artiste français Alban a aussi utilisé Astro comme source d'inspiration dans ses œuvres,
qu'il vend aux alentours de 15 000 €. Même inspiration pour un autre artiste français, Thierry Beaudenon, spécialiste dans le détournement d'objets. Citons également Alexandre Nicolas, également auteur d'un petit astro en mode fœtus. Ouais, c'est un artiste qui aime bien les fœtus, il en a fait un de Goldorak aussi d'ailleurs. En 2021, Swarovski a sorti une œuvre dite Astro Boy, entièrement cloutée et vendue aux enchères pour 65 000 $ quand même. Bon. Personnellement, je trouve ça moche, mais la beauté c'est subjectif, et puis il y en a qui achètent. À côté de cela, on a aussi eu le droit à des collections dans le monde de la mode. Tiens, Yohji Yamamoto crée une collection de cravates thématiques. Ça c'est la classe au bureau. Sans oublier le défilé en 2000 avec les modèles d'Hiroaki Oya, qui reprend le thème. Notez bien les fameuses bottes rouges. Et justement, les fameuses bottes rouges, MSCHF en a sorti une paire cette année que vous pouvez retrouver et acheter sur son site pour la modique somme de 350 $. Faut oser les porter, mais ça prouve à quel point Astro c'est cool et à la mode. Sauf quand il décide d'être adapté en live. Là, c'est une autre histoire, et c'est par celle-ci que je vais terminer cette rétro. Avant les dessins animés, le Japon a eu le droit à un live-action diffusé entre mars 1959 et mars 1960. Produit par Keiji Matsuzaki, un producteur célèbre de l'époque, qui a travaillé avec le non moins célèbre Eiji Tsubaraya, dont je vous ai déjà parlé dans la rétro XOR, je vous invite d'ailleurs à aller la revoir. Alors la science-fiction est beaucoup moins présente que dans le manga. Et finalement, Tezuka fut plutôt mécontent de l'adaptation qu'il jugeait trop éloignée de l'œuvre originale. C'est très kitsch, très vieux, assez fixe, pas super animé, mais on est quand même en 1959-1960, donc il n'y a rien d'étonnant en fait. On le regarde aujourd'hui par curiosité, mais finalement, ça va pas plus loin. Et il existe quand même 65 épisodes. À côté de ça, il y a quelques années, la rumeur disait qu'on aurait eu un film aussi en live action avec le studio Animal Logic aux commandes. Depuis lors, rien du tout. J'ai bien vu passer également une annonce avec New Line en discussion pour récupérer les droits d'adaptation, mais pareil, aucune nouvelle. Et vous vous rendez compte, ils n'ont même pas pris la peine de me donner une information pour ma rétrospective. C'est comme ça. Le monde du cinéma est sans pitié. Ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas sans pitié. Par contre là, actuellement, je suis sans idée car j'ai fini de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.